quelque part dans les déserts du sud-ouest américain, il y a des tombes avec les mauvais noms dessus et il y a des hommes qui n'ont pas de tombe du tout. Pour la plupart des célèbres hors-la-loi du Vieil Ouest, on sait exactement comment l'histoire s'est terminée. Une corde, une balle, une cellule de prison qui s'est refermée et ne s'est jamais rouverte. Mais pour une poignée d'entre eux, la fin n'a jamais été écrite parce que personne n'a pu prouver qu'ils étaient morts. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est à quel point il était facile, dans un pays aussi grand et aussi vide, pour un homme recherché de simplement devenir quelqu'un d'autre, un nouveau nom dans une nouvelle ville, une mort tranquille dans un endroit qu'aucun agent de recensement n'a jamais atteint. Cette histoire ne commence pas vraiment avec une seule disparition. Elle commence avec la frontière elle-même, un endroit où un homme pouvait chevaucher hors d'une vie et entrer dans une autre, et la seule chose qu'il laissait derrière lui était une rumeur. Voici 9 hors-la-loi de l'Ouest qui n'ont jamais été véritablement retrouvés, morts ou vivants. Numéro 1. Jesse Evans. Avant que Billy the Kid ne devienne une légende, il avait un rival et pendant un temps presque un ami. Dans le territoire du Nouveau-Mexique à la fin des années 1870, Jesse Evans menait un gang connu simplement sous le nom de les Boys. Il volait du bétail à travers les terres arides autour de Lincoln, et quand la guerre du comté de Lincoln transforma le territoire en un long et rampant conflit territorial, Evans chevaucha du côté opposé au Kid. C'était un hors-la-loi de métier, le genre qui existait en marge des histoires d'une centaine d'autres personnes, toujours armées, toujours en mouvement. Ce qui rend Evans étrange, c'est à quel point il se tenait autrefois proche du nom le plus célèbre de l'époque. Au début, avant que la guerre ne durcisse les loyautés de chacun, lui et Billy the Kid empruntèrent certains des mêmes sentiers et même, selon certains récits, burent aux mêmes tables. Puis les tueries commencèrent et ils finirent par pointer leurs armes des deux côtés de la même querelle. Evans était là dans les rues de Lincoln pendant les pires moments, un homme armé de plus dans un conflit qui consumait le territoire. Les mandats d'arrêt s'accumulèrent à travers le Nouveau-Mexique et jusque dans le Texas. C'est au Texas, dans les terres isolées près du vieux fort en adobe de Fort Davis, que sa chance s'épuisa enfin. Evans et ses hommes se retrouvèrent dans une fusillade avec une patrouille de Texas Rangers, et quand la fumée se dissipa, un Ranger était mort. Ce n'était pas le genre de choses que le Texas laissait passer. Il fut arrêté, condamné, et les tribunaux l'envoyèrent au pénitencier de l'État purger une longue peine derrière des murs de pierre. Et c'est là que la piste s'arrête tout simplement. En 1882, Evans fut affecté à un détachement de travail pénitentiaire, le genre qui emmenait les hommes hors des murs pour travailler sous bonne garde. Un jour, il s'en éloigna tout simplement. Il avait environ 29 ans. Pas de recapture, pas d'arrestation ultérieure, pas de confession sur son lit de mort dans une ville frontalière des années plus tard. La chose la plus documentée sur le reste de la vie de Jesse Evans, c'est qu'il n'y a aucune documentation du tout. Il est sorti du registre et l'a laissé vide derrière lui. Numéro 2. Black Bart. Tous les hors-la-loi de l'Ouest n'étaient pas des tueurs. Certains d'entre eux étaient plus proches d'artistes de scène. Pendant Whitton, les diligences qui serpentaient à travers la région aurifère du nord de la Californie furent hantées par un voleur vêtu d'un long cache-poussière en lin et d'un masque fait d'un sac à fleurs, un homme qui sortait calmement des arbres, pointait un fusil à canon scié et demandait au cocher de bien vouloir lancer la caisse. Son nom, du moins aux yeux du public, était Black Bart, et il dévalisa environ 28 diligences de Wells Fargo. Il fit tout cela à pied. Il ne dévalisa jamais les passagers, et selon la plupart des témoignages, il ne tira jamais une seule fois avec ce fusil. À 2 reprises, il laissa derrière lui un bout de poésie signé Black Bart, le poète. Il était poli, il était patient, il était, dans l'étrange arithmétique de la frontière, presque adoré. Il fut trahi par un mouchoir. Lors de son dernier braquage près de Copperopolis, il en laissa tomber un dans les broussailles et cousu dans le tissu se trouvait une marque de blanchisserie. Les détectives firent passer cette marque dans des dizaines de blanchisseries de San Francisco jusqu'à ce qu'elle leur donne un nom, et ce nom les mena à un homme discret et bien habillé vivant dans la ville. Il plaida coupable et fut envoyé à San Quentin. Il en sortit au début de l'année 1888, plus vieux,
à moitié aveugle, la santé déclinante. Des journalistes le suivirent pendant quelques jours, curieux à propos du célèbre poète bandit, et puis Charles Bowles quitta son hôtel et disparut dans le brouillard, et personne parmi ceux qui en ont écrit n'a jamais confirmé l'avoir revu. Il y eut des rumeurs selon lesquelles Wells Fargo l'aurait discrètement payé pour qu'il arrête de les dévaliser, des rumeurs selon lesquelles il serait mort dans les montagnes, des rumeurs selon lesquelles il aurait pris la mer. La compagnie nia tout en bloc. La vérité, c'est que personne ne pouvait dire où le hors-la-loi le plus courtois de l'histoire de la Californie avait passé ces dernières années, ni où il est enterré. Numéro 3. Curly Bill Brocious. Dans les environs de Tombstone, en Arizona, au début des années 1880, le nom de Curly Bill Brocious signifiait les ennuis. Il était un meneur parmi la confédération lâche de voleurs de bétail et de tireurs que les journaux appelaient les Cowboys, la même faction dont la querelle avec les frères Earp allait déboucher sur la fusillade près du Oka Corral et tout ce qui s'ensuivit. Sa réputation fut scellée une nuit de 1880, quand un pistolet dans sa main partit et tua le marshal de Tombstone, Fred White. Ce qui se passa ensuite en dit long sur l'homme. White, mourant, insista pour dire que le coup de feu avait été un accident et demanda qu'on ne blâme pas Curly Bill, et un tribunal lui donna raison. Il fut acquitté. Mais dans une ville déjà divisée en camps armés, un cowboy qui avait tué un marshal et qui s'en était sorti ne pouvait pas rester tranquille très longtemps. Après que le plus jeune frère des Erup fut pris en embuscade, Wyatt Erup partit pour ce que l'histoire retient sous le nom de la chevauchée de la vendetta, traquant les hommes qu'il tenait pour responsables. Selon Wyatt lui-même, la chevauchée rattrapa Curly Bill à un point d'eau appelé Iron Springs en mars 1882. Wyatt dit qu'il l'avait tué là, les deux canons d'un fusil à bout portant. Voici la partie qui ne fut jamais résolue. Aucun corps ne fut jamais retrouvé. Dans un territoire où un cowboy mort de cette réputation aurait fait la une des journaux, il n'y avait pas de cadavre à photographier, pas de tombe à désigner. Le Tombstone Epitaph alla jusqu'à offrir une récompense substantielle à quiconque pourrait fournir la preuve que Curly Bill était bel et bien mort. Personne ne la réclama jamais. Pendant des années après, des gens affirmèrent l'avoir vu vivant dans d'autres villes, d'autres territoires, vivant tranquillement sous le bruit de sa propre légende. Wyatt Earp emporta dans sa propre tombe la certitude qu'il l'avait fait. Le reste du registre se contente de hausser les épaules. Numéro 4. Pearl Hart. À la fin du siècle, le braquage de diligence était déjà en train de devenir une chose du passé, ce qui est en partie ce qui rendit Pearl Hart célèbre. En 1899, dans le territoire de l'Arizona près de Globe, cette femme née au Canada et un complice nommé Joe Booth arrêtèrent une diligence et dévalisèrent les passagers de quelques centaines de dollars. L'histoire raconte qu'elle rendit $1 à chacun d'entre eux, de quoi manger. Ce fut l'un des derniers braquages de diligence que le vieil Ouest allait jamais connaître. Ils furent attrapés en quelques jours et Pearl Hart devint une sensation. Les journaux l'appelèrent la Dame Bandit et la Reine des bandits. Elle donna des interviews, elle posa pour des photographies avec un fusil, elle se laissa porter par le mythe tandis que le pays en raffolait. Elle fut envoyée à la prison territoriale de Yuma, un endroit construit pour des hommes endurcis, et les autorités ne surent jamais vraiment quoi faire d'elle. Vers 1902, elle fut libérée. Et c'est là, plus ou moins, que la vie documentée de Pearl Hart prend fin. Elle fit une tournée pendant un court moment, profitant de sa célébrité, puis la piste se fragmente en une douzaine de fins à moitié confirmées. Un récit la fait se marier sous un nouveau nom et tenir un bureau de tabac. Un autre la décrit vivant tranquillement dans un ranch en Arizona. Une vieille femme, bien avancée dans les années 1950, admettant de temps en temps qui elle avait été autrefois. Il n'y a pas de trace nette de sa mort, pas de tombe sur laquelle tout le monde s'accorde. La femme hors la loi la plus célèbre de la frontière réussit à faire la seule chose que les hors-la-loi sont censés mal faire. Elle disparut et resta disparue. Si vous trouvez que ces récits valent votre temps, un abonnement aide à les faire découvrir à davantage de personnes qui les apprécieraient. Maintenant, retournons à la frontière et à une affaire plus ancienne que toutes les autres.
Numéro 5. Joaquín Murrieta. Certains hors-la-loi n'ont jamais été retrouvés parce qu'on n'est même pas entièrement sûr qu'il s'agissait d'une seule personne. Pendant la ruée vers l'or en Californie, au début des années 1850, le nom de Joaquín Murrieta se répandit dans les camps de mineurs comme un feu de prairie. On lui imputa une vague de vols et de meurtres, et il devint, presque du jour au lendemain, une figure populaire. Pour certains, c'était un monstre. Pour d'autres, un homme poussé à la violence par ce qu'on avait fait à lui et à son peuple dans les champs aurifères. Même la loi ne parvenait pas à garder l'histoire cohérente. Un acte législatif autorisant une traque désigna 5 hommes différents, tous appelés Joaquín. En 1853, une compagnie de rangers de Californie sous les ordres du capitaine Harry Love prétendit l'avoir enfin acculé et tué. Comme preuve pour toucher la récompense, ils conservèrent la tête d'un homme dans un bocal d'alcool et l'exposèrent. Les doutes commencèrent presque immédiatement. Des gens qui prétendaient connaître Murrieta dirent que la tête n'était pas la sienne. Sa sœur, selon certains récits, dit la même chose. Mais le bocal fit le tour de l'État, comme attraction payante pendant des décennies, un macabre souvenir d'un meurtre que personne ne pouvait vérifier, jusqu'à ce qu'il fût, selon les rapports, perdu dans les incendies qui suivirent le tremblement de terre de San Francisco en 1906. Ainsi, la seule preuve physique que Joaquín Murrieta fût jamais mort a disparu, et elle n'était de toute façon jamais certaine. Que Harry Love ait tué le vrai homme, ou le mauvais homme, ou une légende qui avait déjà dépassé tout corps en particulier, c'est une question que la frontière a gardée pour elle. Numéro 6. L'Apache Kid. Celui-ci trouble encore les gens parce que l'homme au centre de l'histoire fut, pendant un temps, du côté de la loi. L'Apache Kid était un Apache White Mountain qui servait comme éclaireur pour l'armée des États-Unis à la réserve de San Carlos en Arizona. Il était, selon les récits des officiers qui le connaissaient, un bon éclaireur. Mais un cycle de meurtres, de vengeance et une confrontation tendue et confuse firent de lui un homme recherché, et les tribunaux le condamnèrent. En novembre 1889, lui et plusieurs autres prisonniers Apaches étaient transportés par chariot vers Yuma. Quelque part sur la route à travers les collines de l'Arizona, les prisonniers maîtrisèrent leur garde. Le shérif qui les escortait fut tué, ainsi qu'un garde, et l'Apache Kid s'échappa dans le pays qu'il connaissait mieux qu'aucun homme de loi vivant. Il ne fut jamais repris, ni l'année suivante, ni la décennie suivante, jamais. Pendant longtemps après, presque chaque raid ou meurtre inexpliqué à travers l'Arizona et jusqu'au Nouveau-Mexique fut mis sur son compte, qu'il ait été dans les parages ou non. Il devint un fantôme que le territoire utilisait pour expliquer ses peurs. Certains récits ultérieurs disent qu'il mourut de maladie au fond de la Sierra Madre du Mexique. D'autres insistent sur le fait qu'il vécut encore de nombreuses années dans le silence et l'invisibilité. L'Arizona maintint une récompense sur sa tête longtemps après qu'il n'y eut plus de pistes réelles à suivre. Il n'y a pas de corps, pas de date confirmée, pas de tombe, juste un homme qui descendit d'une route de chariot pour entrer dans les montagnes et y resta, dans l'imagination de tout un territoire. Numéro 7. Kid Curry. De tous ceux qui composaient la bande sauvage de Butch Cassidy, Harvey Logan, l'homme qu'on appelait Kid Curry, était celui dont les autres avaient peur. Là où Butch charmait et Sundance calculait, Kid Curry était le tireur, celui qui avait la mèche la plus courte et la liste la plus longue. Après que le gang se dispersa sous la pression acharnée des détectives de Pinkerton et de l'argent des compagnies ferroviaires, Kid Curry continua à sévir. En 1904, un braquage de train près de Parachute, dans l'ouest du Colorado, tourna mal. Un groupe de poursuivants accula les voleurs, et dans l'échange de coups de feu, l'un des hommes fut blessé. Plutôt que d'être pris, il se mit un pistolet sur la tempe. Les autorités l'enterrèrent et identifièrent le corps comme étant Harvey Logan. Et presque immédiatement, des gens qui avaient des raisons de savoir commencèrent à dire que ce n'était pas lui. Cette décision de clore l'affaire parut mineure à l'époque. Elle ne l'était pas. Certains des agents de Pinkerton eux-mêmes qui avaient traqué Kid Curry pendant des années n'étaient, dit-on, pas convaincus que le mort était leur homme. Des rumeurs se répandirent selon lesquelles Kid Curry s'était échappé, qu'il était parti vers le sud rejoindre Butch et Sundance en Amérique du Sud, que la tombe au Colorado contenait un inconnu,
L'affaire était officiellement close. Qu'elle l'ait été véritablement est quelque chose que le registre n'a jamais tout à fait confirmé. Numéro 8. Le Sundance Kid, ce qui nous amène en Amérique du Sud et aux deux disparitions les plus célèbres de toutes. Harry Longabo, le Sundance Kid, et son partenaire n'avaient plus de pays où se cacher aux États-Unis. Alors, vers 1901, accompagnés d'une femme connue sous le nom d'Eta Pleiss, ils embarquèrent pour l'Argentine et essayèrent pendant un temps de vivre honnêtement. Ils achetèrent des terres, ils élevèrent du bétail, et puis, lentement, ils retournèrent au seul métier qu'ils aient jamais su exercer. En novembre 1908, dans une petite ville minière appelée San Vicente dans les montagnes de Bolivie, deux bandits américains furent encerclés par des soldats après un vol de paix. Dans la fusillade et le siège qui suivirent, les deux hommes moururent. L'histoire officielle, celle qui se retrouva dans tous les livres et tous les films, c'est que Butch et Sundance tombèrent ensemble au bout du monde. Mais les hommes furent enterrés dans des tombes anonymes, et personne à l'époque n'identifia formellement l'un ou l'autre corps comme étant Harry Longabo. Il n'y eut pas de photographie comparée, pas d'empreinte digitale, rien qui satisferait un enquêteur moderne. Dans les années qui suivirent, des gens aux États-Unis prétendirent l'avoir rencontré, plus vieux et plus discret, longtemps après qu'il était censé reposer dans ce cimetière bolivien. La vraie question n'est pas de savoir si deux hors-la-loi sont morts à San Vicente. Deux hommes y sont presque certainement morts. La question est de savoir si l'un d'eux était vraiment le Sundance Kid. Et cette question n'a jamais été tranchée. Numéro 9. Butch Cassidy. Et enfin, l'homme dont la disparition est la plus célèbre de toutes, parce que sa propre famille refusa de la laisser rester une mort. Robert Leroy Parker. Le hors-la-loi que le monde connaît sous le nom de Butch Cassidy était le chef de la bande sauvage. Le charmeur, le planificateur, l'homme qui, dit-on, traversa toute sa carrière sans jamais tuer personne lors d'un braquage. Officiellement, il mourut aux côtés de Sundance dans cette cour à San Vicente en 1908, sauf que sa sœur n'y a jamais cru. Des décennies plus tard, Lula Parker Bettinson écrivit que son frère était revenu. Qu'en 1925, Butch était tranquillement rentré dans la vie de la famille dans le Utah, s'était assis à table et leur avait raconté qu'il avait survécu à l'Amérique du Sud et s'était construit une nouvelle vie sous un autre nom. Selon son récit, il vécut jusqu'en 1937 et mourut en vieil homme, loin de tout avis de recherche. Elle n'était pas le seul fil. Pendant des années, un homme à Spokane, dans l'État de Washington, nommé William T. Phillips prétendit, ou fut considéré par certains, être Butch Cassidy vivant une seconde vie tranquille, et il laissa même derrière lui un manuscrit sur les exploits du hors-la-loi. Des chercheurs ultérieurs démontèrent cette théorie et suggérèrent que Phillips était quelqu'un d'entièrement différent. Et quand les enquêteurs exhumèrent finalement des restes des tombes de San Vicente pour les analyser, l'ADN ne correspondait ni à Butch ni à Sundance. Alors la tombe en Bolivie contient peu être les mauvais hommes. L'homme de Spokane était peu être un imposteur, et l'histoire de la sœur est peu être l'amour d'une famille réécrivant une fin qu'elle ne pouvait accepter. Les trois ne peuvent pas être vrais en même temps. Mais voici la partie étrange. Aucune d'entre elles n'a jamais été écartée. Alors, où cela nous laisse-t-il? 9 hors-la-loi et pas une seule tombe nette entre eux sur laquelle tout le monde s'accorde. Il est tentant de vouloir une réponse pour chacun, de décider une bonne fois pour toutes qui a vécu et qui est mort, et qui a été enterré sous un mensonge. Mais peut être que la chose la plus honnête est de remarquer ce que ces histoires ont en commun. Elles se sont toutes déroulées dans un pays qui fut, pendant une brève fenêtre, assez grand et assez large pour avaler une personne tout entière. Un endroit où un homme recherché pouvait passer la dernière ligne de télégraphe et simplement cesser d'exister sur le papier pour toujours. On se souvient de l'Ouest comme d'un lieu de duel et de certitude, de fin clair à midi pile. Mais sa véritable signature est peu être le contraire. La tombe anonyme, la récompense que personne n'a réclamée. Le vieil homme sur un porche quelque part qui n'a jamais tout à fait expliqué d'où il venait. Quelque part là-bas, dans les archives que nous avons tenues et celles que nous n'avons pas tenues, la vérité sur ces 9 repose tranquillement,
indifférente à notre besoin de la connaître. Et après tout ce temps, c'est peu, être la fin la plus appropriée que la frontière pouvait leur offrir. Pas un verdict, juste une question ouverte, et beaucoup de terre vide pour y cacher la réponse. Si vous souhaitez écouter d'autres histoires comme celle-ci, la chaîne en regorge. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine.